Les équipes de la Fondation François Sommer et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir si nombreux, sous le regard bienveillant de nos fondateurs François et Jacqueline Sommer. Cette troisième rencontre Homme-Nature, protéger les oiseaux d'hier à aujourd'hui, se déroule dans un cadre bien particulier, celui du colloque Défendre la nature de 1923 à aujourd'hui, hébergé principalement au MNHN, et je salue Nirmala, et organisé par la HPNE et la SNPN, dont la Fondation est l'un des partenaires officiels. Ce colloque qui a démarré hier et se poursuit jusqu'à demain en fin de journée célèbre le centenaire du premier congrès international de protection de la nature qui s'est tenu à Paris en 1923, et rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire la synthèse. Soutenir ce colloque et proposer cette rencontre dans nos murs a été pour nous, pour la Fondation, une évidence et un honneur. Il nous était donné l'occasion de perpétuer la vision de nos fondateurs, François et Jacqueline Sommer, qui souhaitaient faire de cette fondation, de cette maison, au carrefour de la science, de l'art et de la conservation de la nature, un lieu de partage et d'échange sur les questions interrogeant le rapport de l'homme à son environnement, à la nature et au monde sauvage qui l'entoure. Je me permets de vous rappeler le combat de la vie de François Sommer pour la préservation de ce qu'on appelait pas encore à l'époque la biodiversité. Il a eu personnellement une prise de conscience très forte de la finitude des ressources de la nature dès le début des années 20. Et non seulement il militera pour responsabiliser l'homme, mais aussi il agira concrètement, que cela soit sur le terrain dans les Ardennes, sur son cher domaine de Belleval, ou en Afrique, ou bien au plus haut niveau du pouvoir politique, en contribuant à la création du premier ministère de la protection de la nature et de l'environnement en 1971 par son ami Georges Pompidou. Rémi Luglia nous rappelait hier dans sa brillante et passionnante introduction scientifique que de nombreux chasseurs avaient pris part très activement au congrès de 1923. Et quand vous évoquiez hier, cher Rémi, le rôle crucial de Raoul de Clermont ou encore de Louis d'Aubusson, je ne pouvais m'empêcher de penser que François Sommer avait repris le flambeau. Au travers de ce soutien, la Fondation François Sommer s'engage, fidèle à sa vocation depuis près de 60 ans, à favoriser un dialogue constructif, au-delà des polémiques, entre les différents acteurs de la différence de la nature, qu'ils soient chasseurs, naturalistes, scientifiques, artistes, écologistes ou intellectuels. Là encore, en lisant hier que le Congrès de Paris de 1923 se vantait de réunir, je cite, plus de 300 savants naturalistes, artistes, forestiers, chasseurs, écrivains, vétérinaires, hommes politiques, hauts fonctionnaires, ambassadeurs, grands propriétaires et quelques princes. Je n'ai pu m'empêcher d'inscrire la Fondation et ses fondateurs dans la lignée de ce premier congrès de la protection de la nature, mis à part les quelques princes, je vous le concède. C'est aussi pour cela que je regrette une grande association nationale avec laquelle nous travaillons pourtant main dans la main sur le terrain dans les Ardennes n'ait pas accepté de venir participer aux échanges de ce soir. L'ADN de la Fondation, mêlant art et science, nous avons voulu spécifiquement organiser cette soirée en combinant deux événements. À la conférence à laquelle nous participons en ce moment s'ajoute une production artistique avec l'œuvre « Moi, Balbuzard migrant » de l'artiste Maria Loisidou, que vous avez pu découvrir et sous laquelle nous nous retrouvons à l'issue de nos échanges. Revenons-en au sujet de ce soir. Notre pôle nature, qui organise cette rencontre, soutient via des appels à projets réguliers français et européens des projets en lien avec la protection des oiseaux. Par exemple, la Fondation soutient actuellement un projet de recherche-action sur le choucas des Tours en Bretagne, afin d'améliorer les connaissances sur son écologie et orienter les mesures de gestion. Nous avons soutenu la formation des professionnels de la faune sauvage en Afrique pour améliorer la gestion des oiseaux d'eau et des migrateurs via les écoles de faune, avec l'Office français de la biodiversité, et je salue Jean-Noël Riffel qui est parmi nous, et la Fondation de la Tour du Valat, et je salue notre ami Jean Jalbert. Projet que nous soutenons toujours
pour la réalisation et la mise en ligne d'un cours en ligne, ce qu'on appelle maintenant un MOOC, gratuit, sur l'identification et les suivis écologiques des oiseaux d'eau en Afrique du Nord et sahélienne. Toujours en partenariat avec la Fondation de la Tour du Valat, nous avons financé un projet de thèse portant sur le dénombrement des oiseaux d'eau et des réflexions sur leur gestion en Camargue. Nous avons soutenu un projet de restauration du milieu en baie de Somme pour améliorer les conditions de reproduction des oiseaux larolimicoles. Nous avons également soutenu un projet sur l'amélioration des connaissances de la migration prénuptiale des bécassines des marais, notamment au moyen de balises GPS, toujours avec l'Office français de la biodiversité et le CICB. Par ailleurs, fidèle à son ADN multiple, le Salon du Livre Lire la Nature, organisé tous les ans par la Fondation fin janvier, est aussi l'occasion de donner la parole à de nombreux écrivains qui s'intéressent aux oiseaux. Le prix littéraire François Sommer 2023 a d'ailleurs été décerné à l'auteur Sybille Grimbert pour Le Dernier des Siens, qui nous conte la vie du dernier grand pingouin dans les années 1840. Ou encore le prix scientifique François Sommer, décerné au printemps dernier au bioacousticien Nicolas Madevon, qui travaille notamment sur le chant des oiseaux. Merci Nicolas d'avoir fait le voyage aujourd'hui pour participer à notre soirée. Merci encore à l'ensemble des partenaires du colloque, aux équipes de la Fondation qui ont organisé notre soirée et à vous tous pour votre présence si nombreuse. Sans plus tarder, je vais passer la parole à nos 4 intervenants que je remercie d'avoir accepté notre invitation et pour qui vous êtes tous venus ce soir. Je suis sûr que cette conférence historique, scientifique et environnementale va nous aider à mieux comprendre les enjeux actuels de la protection des oiseaux. Je remercie enfin Aurélie Luneau, historienne, professeure associée à Sciences Po Paris et journaliste spécialisée en environnement à France Culture, de nous faire l'amitié d'animer le débat ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Alban Deloisy de nous accueillir et d'accueillir bien sûr cette table ronde ici à la Fondation Sommer. Alors petit test d'abord technique, est-ce que tout le monde m'entend bien jusqu'au fond de l'auditorium? Oui, on me fait signe que oui. Et alors je vous propose de prendre tout de suite vos micros, messieurs, pour pouvoir participer et concrètement nous plonger dans cette histoire de la protection des oiseaux d'hier à aujourd'hui. Je remercie bien sûr Rémi Luglia, les organisateurs du colloque. On peut rappeler son titre, c'est quand même à l'occasion du centenaire du premier congrès international pour la protection de la nature, donc par la HPNE et la SNPN. Protéger les oiseaux d'hier à aujourd'hui. C'est donc le thème de cette soirée avec vous 4. Je suis ravie vraiment de vous retrouver et donc à mes côtés, Valérie Chanzigo, merci d'être là. Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphère, donc l'Université de Paris, auteure de nombreux livres, et notamment, on peut mentionner Des oiseaux et des hommes, un livre magnifique, beau livre paru chez Delachaux et Niestlé. Et je précise que vous serez en signature de livre à l'issue de cette rencontre. François Turian, en face de moi. Merci d'être avec nous aussi. Biologiste, directeur adjoint de l'association BirdLife Suisse. Peut-être que vous pouvez d'emblée nous donner quelques éléments sur l'association. C'est une association qui compte à peu près 70 000 membres, qui œuvre depuis maintenant 101 ans donc, pour la cause de la protection des oiseaux et plus largement de la biodiversité, en utilisant beaucoup les oiseaux comme emblème, comme signature finalement des messages qu'ils nous envoient par rapport à la situation de l'environnement, et évidemment partenaire aussi de BirdLife International, qui est la plus grande association de protection de la nature et des oiseaux au monde. À vos côtés, Pierre-Yves Henry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue et professeur du Muséum national d'histoire naturelle, centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, dans l'unité mécanisme adaptatif et évolution. Quelque chose à ajouter ? Tout à fait. Et puis, pour nous, c'est aussi un anniversaire 1923, parce que c'était la première station d'étude des oiseaux par bagage, en leur mettant un petit anneau pour les suivre. Donc, 1923, c'est important pour nous aussi. Jean Jalbert,
ingénieur agronome, directeur de la Fondation Tour du Valat. Alban Deloisy en a déjà parlé. En Camargue, il faut quand même préciser, hein, c'est un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Et donc, peut-être que vous avez un anniversaire aussi, ou bientôt, hein, l'an prochain. Alors, la création, effectivement, 70 ans l'an prochain, mais un anniversaire néanmoins, puisque Luc Hoffmann, qui était le fondateur de la Tour du Valat et un des grandes figures de la conservation de la nature au XXe siècle, est né en 1923, donc on fête son centenaire et c'est l'occasion de remémorer un peu son parcours aussi. Voilà, donc un cumul d'anniversaires, effectivement. Beaucoup d'anniversaires. Et alors, je précise quand même pour vous, public aussi venu nombreux, que dans la dernière demi-heure, vous aurez l'occasion de poser vos questions à nos invités. Donc, il y aura ce moment partagé ensemble. Et à l'issue donc de la table ronde, vous pourrez partager un verre et quelques milliardises au rez-de-chaussée dans la salle d'exposition temporaire. Voilà, tout cela est prévu aussi pour vous. Et puis donc, je rappelle la séance de dédicace avec Valérie Chanzigo. Et vous trouverez aussi quelques revues pour ceux qui aiment la revue Billboard. Il y aura quelques exemplaires prévus pour ceux qui seront intéressés. On va démarrer tout de suite quand même. Et en guise d'introduction, je crois que ce qui est important de donner à comprendre, c'est pourquoi s'intéresser aux seuls oiseaux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils suscitent? Qui n'existe peut-être pas chez d'autres espèces. Qui veut démarrer? Valérie Chanzigo. Alors forcément, je suis historienne, donc je vais avoir tendance à replacer les choses dans une perspective historique, dans une dynamique historique. Il se trouve que en Europe et d'une façon générale en Occident, il y a une passion qui est absolument manifeste pour les oiseaux, qui valorise énormément ce groupe zoologique. En réalité, ils ne valorisent pas la totalité de ce groupe, parce que pendant longtemps, les oiseaux qui étaient valorisés étaient les oiseaux chanteurs, les insectivores, très peu les rapaces. Il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on commence à s'intéresser de façon positive aux rapaces et à leur protection. Ça n'a pas été absolument pas spontané. Et il y a une caractéristique culturelle très très spécifique à cet ensemble formé par les pays occidentaux de passion pour les oiseaux, passion qui va se traduire par la création de puissantes sociétés de protection des oiseaux à partir du milieu du XIXe siècle, avec un retard français qu'on va pouvoir observer dans d'autres domaines. Et il faut imaginer que ces sociétés rassemblent, en dehors de la France, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. C'est des énormes structures. En parallèle, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire des comparaisons. Il y a sous-jacent à cette passion pour les oiseaux une entomophobie galopante. On considère qu'il faut protéger les oiseaux insectivores parce que s'il n'y a plus de prédateurs, les insectes vont forcément se reproduire à l'infini, détruire toutes les ressources alimentaires et conduire l'humanité à sa fin. Il y a vraiment une vision quasiment apocalyptique derrière les insectes. Et il y a vraiment ces deux pôles de valorisation, de dévalorisation de la biodiversité qui est absolument nette. L'idée de protéger les insectes va être encore plus lente à émerger que l'idée de protéger les rapaces. Et c'est vrai qu'on a l'impression c'est quelque chose de naturel, que c'est contenu en quelque sorte dans les organismes eux-mêmes, dans les oiseaux. En fait, il y a une raison objective dans les oiseaux pour s'y intéresser, alors qu'il s'agit avant tout de quelque chose qui est nourri par notre culture. François Turian. Oui, je pense que plus largement, les oiseaux sont vecteurs d'émotions. On a tous peut-être rêvé un jour ou l'autre qu'on volait, qu'on arrivait à voler comme eux. Vecteur d'empathie. Voilà. Un certain nombre ont des chants qui sont mélodieux, qui nous réchauffent aussi le cœur. Donc, et aussi, les oiseaux sont partout. Ils sont présents surtout dans tous les écosystèmes de la planète. Donc, ils sont parfois assez proches de nous. Il n'y a pas besoin on peut assez facilement, en autodidacte, commencer à approcher les oiseaux sans avoir besoin forcément de 8 années de cours à l'université. Donc,
Tous ces facteurs font que forcément on peut entrer en empathie avec les oiseaux plus facilement qu'avec d'autres groupes, d'autres organismes vivants sur la planète. Donc ça ne veut pas dire que les oiseaux sont plus importants que le reste de la biodiversité, mais enfin ils ont ce côté emblématique et vecteur d'émotion qu'on peut aussi utiliser et que nous essayons aussi d'utiliser dans la conservation pour essayer de faire progresser d'une manière générale la cause de la biodiversité. Alors, combien d'espèces d'oiseaux sur Terre sont connues, sachant qu'il y a une grande partie de la biodiversité qu'on ne connaît pas, hein, mais voilà, on peut donner un ordre de grandeur peut-être aujourd'hui. À peu près 11 000 espèces sur la planète. Évidemment, il y a des nouvelles espèces qui sont découvertes chaque année, surtout par le fait que maintenant les connaissances génétiques des oiseaux ont progressé, et donc aussi des sous-espèces qui deviennent des espèces. C'est tout un aéropage de spécialistes qui définissent ça, mais en gros, on peut dire 11 000 espèces. Et une diversité qui s'érode. Alors oui, sur ces 11 000 espèces, on a une espèce sur 8 qui est menacée de disparition sur la planète, donc ça montre bien quelle est la hauteur du problème. Alors on a certes dans d'autres groupes d'organismes des pourcentages qui sont plus élevés, mais enfin les oiseaux sont quand même relativement bien connus par rapport à d'autres groupes, et là on peut dire effectivement que les oiseaux souffrent énormément notamment de nos activités humaines inconsidérées. On en parlera plus précisément dans un deuxième temps, mais Pierre-Yves Henry. Oui, c'était juste pour compléter sur pourquoi les oiseaux. Il y a l'histoire, il y a l'empathie pour les conserver, mais il y a aussi qu'ils sont visibles, attractifs. Donc ça mobilise, on les voit. Si on parle aux gens, on peut parler d'une chose qu'ils peuvent voir, percevoir. On les entend aussi. Il n'y a pas beaucoup d'autres organismes où on peut le faire juste à l'écoute, à peu près savoir qui est là. Et ils ont des positions assez intermédiaires dans les réseaux écologiques, trophiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout en bas, parce que s'il y a du soleil, il y a des végétaux qui se multiplient. Il faut que ces végétaux soient consommés par des insectes ou produisent des graines pour qu'après il y ait des oiseaux. Et donc il y a un rôle d'indicateur d'un fonctionnement où avec un grand nombre d'espèces quand même, quelques centaines en France. Avec quelques centaines, on arrive à couvrir différentes composantes des écosystèmes et plus proches. Pardon. Et d'où ça nous fait un indicateur qu'on peut facilement observer, qu'on peut facilement mobiliser. On peut facilement mobiliser les gens pour apprendre à les reconnaître. Donc ça, c'était ce qui était dit, l'empathie, et en plus utile d'un point de vue informatif pour évaluer l'état des systèmes. Georges Albert, vous voulez ajouter quelque chose ? L'essentiel a été dit, mais peut-être préciser sur un oiseau sur 8, une espèce sur 8 menacée d'extinction, c'est vrai, ça paraît énorme, mais il faut bien réaliser que c'est peu par rapport à d'autres groupes. Hein. On a, par ce biais de perception qui a été évoqué, on a focalisé beaucoup d'efforts sur les oiseaux. Et il y a une pression d'observation sur les oiseaux qui est sans équivalent sur tous les autres groupes, qu'il s'agisse des mammifères, des insectes, batraciens et autres. Donc on a un biais d'observation et on s'est aperçu que dès lors qu'on va chercher un peu ce qui se passe sur les autres groupes, que c'est beaucoup plus compliqué. Et les oiseaux étant très mobiles, ils ont une capacité d'adaptation qu'ont pas d'autres espèces. Et voilà, donc une espèce sur 8, c'est beaucoup, mais ils s'en tirent plutôt mieux que le reste de la biodiversité. Alors, on va s'intéresser à l'histoire d'hier à aujourd'hui, donc on va forcément vous donner un petit peu des éléments de compréhension et d'information d'où on part aussi et où on en est aujourd'hui. Et par rapport à notre relation aux oiseaux, c'est une histoire dominée par les marchands, par des intérêts économiques très tôt. Est-ce qu'on peut, en remontant un peu le fil du temps, regarder à quel moment est-ce qu'on considère qu'il y a de la destruction plus importante ou massive d'oiseaux, quelles atteintes mettaient les oiseaux en danger, par exemple il y a 100 ans, si on part sur l'anniversaire de... Ça a débuté bien plus tôt qu'il y a un siècle. C'est beaucoup plus ancien que ça. Il faut attendre la conjonction de plusieurs facteurs pour qu'on ait une prise de conscience de quelque chose qu'aujourd'hui on qualifie d'érosion de la biodiversité. Quand on regarde des espèces emblématiques
comme le dodo de l'île Maurice. Au XVIIIe siècle, cet oiseau n'était déjà plus visible puisqu'il avait disparu, mais on pense qu'il existe quelque part peut-être à Madagascar et qu'il suffira de faire des recherches complémentaires pour le trouver. Un peu plus tard, au début du 19e, on fait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le constat qu'une espèce, à savoir le dodo, a disparu de façon définitive et du fait de l'homme. Parce que les connaissances scientifiques ont progressé, l'inventaire du vivant commence à avoir des bases assez solides, les explorations géographiques aussi ont avancé, donc cette conjonction permet d'établir. Et ce qui est fascinant, c'est que le premier texte qui traite de la disparition du dodo, l'auteur ajoute qu'à l'exception des parasites qui ont dû disparaître avec lui, ce qui est vraiment absolument fascinant de voir ça dans les années 1820, parce que c'est une thématique qu'il faudra attendre, là pour le coup, quasiment, pas 2 siècles, mais pas loin pour la voir ressurgir. Mais à l'exception des parasites, c'est certainement la seule espèce qui a dû disparaître de cette façon. Et très tôt, en fait, dans les décennies qui suivent, dans les 10 à 20 ans qui suivent l'apparition de cet article, on va en fait dresser des listes d'espèces disparues du fait de l'homme, d'autant qu'au cours du 19e, on va voir des extinctions majeures d'espèces assez charismatiques se faire sous les yeux des observateurs. Le grand pingouin, par exemple. Le grand pingouin qui disparaît... Le moa de Nouvelle-Zélande. Oui, alors qui ont disparu, eux, beaucoup plus tôt. Et en fait, au 19e, ce qui se passe, c'est qu'on découvre ce groupe. Et immédiatement, d'ailleurs, on associe leur extinction, dont la cause ne fait absolument aucun doute aujourd'hui, aux populations de Maoris qui ont colonisé l'île autour du XIIIe, XIVe siècle. Tout ça, ça forme une sorte de savoir qui n'est pas limité, en fait, aux sphères scientifiques, mais ça se diffuse très largement dans l'ensemble de la société, d'autant que ça s'appuie sur toute une série de textes qui sont en fait extrêmement nombreux, à tel point qu'il est quasiment impossible d'en faire l'inventaire, d'auteurs qui constatent près de chez eux, en dehors de ces grandes espèces, encore une fois, qui vont jouer le rôle de repère, à la raréfaction progressive d'oiseaux, comme par exemple les grives, très souvent qui sont cités en disant mais mon père, ou quand j'étais jeune, ou mon grand-père, il y avait beaucoup plus de grives qu'aujourd'hui. Et ce qui est fascinant de lire ça dans les années 1830-1840, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression d'entendre exactement les mêmes discours. Et on se dit, mais là, quand on fait un travail d'histoire sur les archives, et je pense que Rémi sera d'accord avec moi, il y a une sorte de stupéfaction en se disant, mais Ces textes sont d'aujourd'hui. voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'en ait pas fait quelque chose? Et alors, ça, c'est une autre histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les ornithologues à l'époque, les collectionneurs amateurs, ont une responsabilité aussi au fil du temps. Très grande. On peut peut-être parler des causes justement de l'époque, l'industrie de la mode. Alors, la raréfaction. Alors, les causes. Il faut bien comprendre des causes qui sont identifiées à l'époque par les acteurs qui vont se mobiliser en faveur des oiseaux, des causes qu'on peut analyser ou développer aujourd'hui grâce à l'évolution des progrès scientifiques. C'est 2 choses différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on identifie grosso modo 3 groupes de facteurs qui conduisent à cette érosion des populations d'oiseaux, toujours au XIXe siècle. Ce sont les enfants qui vont faire l'école buissonnière, vont s'amuser à dénicher des oisillons, casser des œufs, tuer des couvées. Et bien sûr, cette violence enfantine inquiète énormément parce qu'on y voit là le premier signe d'un comportement potentiellement criminel. Il y a vraiment une valeur morale derrière qui est associée très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, à l'idée que cette violence faite aux animaux est l'antichambre d'une violence faite aux hommes. C'est le cas aujourd'hui quand même, parce que alors, peut-être que ce n'était pas complètement vérifié par rapport à cette époque-là. Aujourd'hui, les serial killers, c'est prouvé qu'ils ont souvent eu des comportements violents vis-à-vis d'animaux avant de passer
Mais c'est encore plus Enfin, je me curieux que permets. ça parce que c'est quelque chose qui a été en fait oblitéré au cours du XXe siècle. C'est une argumentation qui disparaît très très largement et qui va ressortir de façon un peu plus récente quand on fait la chronologie, plutôt du point de vue d'études de la relation à l'animal et à l'éthique animale. Le deuxième groupe, pour aller vite, ce sont les femmes. Curieusement, et notamment la mode féminine, parce qu'à partir des années 1860, 1870, 1880, tous les chapeaux de femmes comportent une plume, voire des morceaux d'oiseaux ou des oiseaux entiers. La plupart des taxidermistes travaillent pour l'industrie de la mode. J'avais vu une description, par exemple, dans un catalogue de mode du début toute fin du 19e, parisien, modiste, qui était très fier de décrire un chapeau où il y avait naturalisé un nid de colibri avec des petits qui voltaient, enfin les parents qui voltaient autour du nid et les petits naturalisés au fond du nid. Le Figaro du début du XXe siècle relate une anecdote. Une élégante qui se promenait au bois de Boulogne se fait attaquer par un rapace qui croit que l'oiseau taxidermisé sur le chapeau était en fait un véritable oiseau. Et le troisième groupe qui est attaqué sans cesse, et ce qui est intéressant, c'est ceux qui portent ces attaques sont des chasseurs. En fait, ce sont les chasseurs. Plutôt les mauvais chasseurs. Dans le monde de la chasse de cette époque, il y a vraiment un discours moralisateur ou d'éthique visant à instaurer une chasse responsable. Qui se double d'ailleurs, mais ça serait trop long à expliquer, d'une dimension de classe, c'est-à-dire cette chasse éthique, c'est celle faite par les plus riches, les plus puissants, tandis que la chasse nourricière, qui permet pas seulement de s'alimenter, mais d'avoir des revenus en vendant le produit de sa chasse sur les marchés, est vue comme un facteur de dégradation. Il y a une géographie des mauvaises chasses. Et il y a en plus une géographie des mauvaises chasses. La Lorraine, la Picardie. Le Var, par exemple, la Somme. Pas de le dire, mais à l'époque, c'était le cas. Oui. Et l'Italie. L'Italie est vraiment décriée comme étant un épicentre de la destruction des passereaux. Et c'est vraiment très compliqué parce que cette question, en fait, c'est vraiment une question éthique. Et ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques participent très peu à la protection des oiseaux. Et je vais juste rajouter un truc très, très précis et je me tais. Mais ce qui est fascinant, c'est que les scientifiques sont relativement rares à se manifester dans ce champ-là, même s'il y en a. Et il y a même des scientifiques qui s'y opposent à l'idée de protéger les oiseaux. Je connais une société créée dans les zones flamandes de Belgique, dont l'un des principaux objectifs est de lutter contre les premières mesures de protection des oiseaux, parce que ça empêche de continuer à faire de l'ornithologie comme on faisait, à savoir de l'ornithologie de collection. Pendant longtemps, l'ornithologie était vraiment... c'était simple. Oui, il y avait un oiseau qui était intéressant, on sortait un fusil, on tirait dessus pour le voir de près. L'idée de l'observer, c'est quelque chose qui est apparu bien plus tard. Et la transformation de l'ornithologie en pratique d'observation, etc., est vraiment due à la société civile. C'est vraiment les sociétés, notamment de protection des oiseaux, le renouvellement des générations aussi, qui fait que peu à peu, au début du XXe siècle, on va avoir une autre façon de faire de l'ornithologie. Il faut préciser qu'on parlait des femmes responsables, mais il y avait aussi beaucoup de femmes investies dans ces sociétés de protection, quand même, plus que d'hommes. Ah bah oui, c'est des sociétés majoritairement féminines, sauf en France. Oui, mais François Turian, je crois que vous aviez envie de réagir d'emblée, parce que c'est vrai que BirdLife c'est né au début du XXe siècle, donc il y a cette implication, ce rôle dans la protection. Oui, c'est vraiment ça. C'est en fait cette réaction un peu d'indignation par rapport à la disparition des oiseaux, notamment des hérons, des aigrettes qui étaient décimés par milliers ou dizaines de milliers dans chaque région d'Europe pour justement l'utilisation de leurs plumes dans la mode. C'est ça qui a permis de constituer, c'était le fondement en fait de la constitution du grand partenariat BirdLife, et c'est parti en Angleterre, et on a eu des
Le fondateur a aussi essayé de immédiatement appeler quelques amis dans différents autres pays européens, dont la Suisse. Et puis, il y a eu une réponse, voilà, on a répondu présent. Et puis, du coup, on a aussi le même âge que BirdLife International. Et voilà, c'est finalement le fondement. Et tout ça a bien entendu bien évolué. Et après, il y a aussi eu quand même le fait qu'on chasse et qu'on tire des oiseaux comme l'aigle, par exemple. Ça a aussi été une motivation pour renforcer les troupes et finalement faire de ces sociétés des sociétés qui étaient entendues et qui commençaient à avoir un certain levier d'action vis-à-vis des gouvernements. Est-ce qu'on protège tous les oiseaux ou on fait des choix? Parce que certains n'ont pas forcément bonne presse. Alors historiquement, peut-être pas dans ce début du XXe siècle, mais la chouette a été longtemps chassée ou éradiquée. Elle était même clouée sur les portes des granges. Hein. Ouais. Il faut se rendre compte que c'était un phénomène qui a perduré quand même jusqu'on a eu des témoignages encore jusque dans les années 60. Donc c'est relativement récent. Alors il y avait effectivement des légendes et le fait que certains oiseaux avaient mauvaise presse. Ça reste un peu le cas aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'ornithologues et de gens même qui apprécient les corvidés. Les oiseaux noirs ont généralement mauvaise presse. Les rapaces sont encore dans certaines régions persécutés, mais on a quand même bien amélioré. On en parlera tout à l'heure. C'est comme une catégorie d'oiseaux qui a quand même pu tirer son épingle du jeu. Mais voilà, donc on n'a pas, je pense qu'il n'y a pas une vision unanime par rapport aux oiseaux, mais on a une vision assez différente selon, voilà, un petit oiseau qui chante bien, qui a un joli plumage, sera forcément plus apprécié qu'un gros oiseau noir. Alors quand on parle de protéger les oiseaux, on parle de quels oiseaux? Les oiseaux sauvages, les oiseaux d'élevage, les oiseaux des volières aussi? On n'a pas précisé ça. Non, alors en Suisse, on a une particularité, c'est que notre mouvement a aussi connu au début des oiseleurs, c'est-à-dire des éleveurs d'oiseaux. Donc ça a été aussi une approche intéressante. C'est des gens qui détenaient des oiseaux en captivité. Et puis finalement, tout ça est tombé en désuétude dans la fin du XXe siècle. Et puis ces gens ont rejoint le mouvement, mais en abandonnant leur activité. Donc on voit aussi que cette évolution est finalement le fait d'une espèce de constellation de mouvements assez différents les uns des autres. Et puis en Suisse, on a réussi à les fédérer en une association qui est maintenant BirdLife Suisse. Les campagnes de sensibilisation prenaient quelle forme? Aujourd'hui, on pourra parler des formes actuelles, mais mettons, dans la première moitié du XXe siècle. Les premières campagnes vraiment alors, par sensibilisation, il y a tout un travail fait de vulgarisation, de diffusion des connaissances, qui n'est pas forcément d'ailleurs une diffusion de connaissances qui a pour but de protéger les oiseaux, mais plutôt de diffuser des connaissances d'histoire naturelle. Des connaissances naturalistes. Il y a vraiment un engouement plus fort dans certains pays que dans d'autres. Il y a des grandes différences régionales. Mais les premières campagnes vraiment de défense des oiseaux, la plus spectaculaire est sans doute celle organisée à Londres par la Société royale de protection des oiseaux, qui, à la fin du 19e, va payer des hommes sandwich pour avoir des grandes photos de massacres justement d'éronières à cause de cette industrie de la plume, où on voit des oiseaux massacrés, des oisillons en train de mourir parce que leurs parents ont été tués dans les nids, dans les rues commerçantes de Londres pour choquer le grand public. Un peu avant, il y avait même des campagnes de dénonciation, bien avant les réseaux sociaux, où en fait les élégantes qui étaient vues aller à la messe avec des plumes trop spectaculaires sur leur chapeau
être dénoncés par des membres de l'aristocratie. C'était vraiment très bien organisé. On faisait remonter les noms et les adresses à certains, vraiment l'élite des sociétés de protection des oiseaux, qui écrivaient une lettre extrêmement sèche. Madame, vous avez été vue à tel endroit avec un chapeau, c'est vraiment totalement indigne, arrêtez ce comportement. Et c'est vraiment des formes en fait très modernes. On parle des réseaux sociaux, mais c'est pas très différent. Et donc la photographie a révolutionné aussi Oui. notre rapport aux oiseaux. Ah bah, clairement, la photographie animalière, sa date de naissance, c'est 1895, ça peut paraître très tard, mais on pourrait là aussi l'expliquer, a été abondamment utilisée pour promouvoir une autre façon d'avoir un rapport à l'oiseau. L'idée de chasse photographique dit bien ce que c'est. Et tous les premiers photographes ont énormément utilisé cette image d'avoir un autre rapport aux oiseaux, notamment pour dénoncer l'égoïsme représenté par la chasse. Je cite ces photographes, parce que lorsque l'on tue un oiseau, on se l'approprie, plus personne ne peut le voir dans la nature. Lorsqu'on le photographie, quelqu'un d'autre peut passer après nous et l'observer. Il y a une sorte d'autre gestion de ce bien commun qui serait l'oiseau vivant dans la nature. Et il faut imaginer d'ailleurs le caractère extrêmement sportif des premiers photographes, parce qu'une chambre photographique, c'est un gros machin comme ça. Et lorsqu'on photographie un nid d'oiseau situé à 15 mètres en haut, faut grimper. On fait un cliché, on redescend, on change la plaque de verre pour refaire un deuxième cliché. On est très 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 loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, juste en tout cas précision, vous l'avez, je crois, mentionné, hein, c'est que les Français avaient du retard sur les pays anglo-saxons, quand même. Oui. Voilà. Donc 1912, la création de la LPO. Oui. On est sur des créations de sociétés dans ce début XXe siècle, alors que les pays anglo-saxons, d'une manière générale, depuis les années 1880, ont déjà leur société, même avant. Oui, et puis surtout, c'est la taille qui change, parce que la LPO est microscopique. Vraiment très 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 petite par rapport aux énormes structures qu'il y a en Allemagne, en Angleterre ou aux Et États-Unis. en Allemagne aussi, bien sûr. Alors concrètement, aujourd'hui, quelles menaces directes et indirectes pèsent sur les oiseaux? Pierre-Yves Henry. Je dirais que aujourd'hui, les altérations des paysages agricoles, donc globalement l'agriculture, ça va être le premier facteur de dégradation des habitats. Et c'est là, si on parle des oiseaux, où on a les déclins encore les plus prononcés. Et on a les ordres de grandeur de 2 alouettes sur 3 qui ont disparu en 20 ans. Et on a parlé de hérons, d'aigrettes, où la protection a enrayé les déclins. Et maintenant, les hérons, les ardéidés, c'est un groupe qui est vraiment en expansion, alors qu'ils sont pourtant liés aux zones humides qui, elles, ont disparu, divisées par 2 ou par 10, suivant le point de référence qu'on prend. Mais on a perdu 90% des surfaces humides. Et pourtant, les hérons sont partout. On a même de nouvelles espèces qu'on n'avait pas du tout avant. Rapaces, pareil. On a arrêté. Et globalement, ils sont revenus. Les aigles royaux, on ne peut plus tous les compter tellement qu'il y en a maintenant. Et pourtant, on vient de perdre 2 alouettes sur 3. Là, par contre, on ne peut pas manipuler le système. C'est plus juste rajouter, protéger, et puis hop, tout se passe bien derrière. Par contre, ce qui est intéressant sur ces petits oiseaux, qui font le gros de cette biodiversité aviaire des milieux ouverts, milieux agricoles, qui sont les plus en cours de déclin, en cours de dégradation actuellement, c'est que si on modifie l'usage des sols, notamment par exemple avec des expérimentations d'agriculture biologique, on a rapidement des retours. Alors que si on a mené quasi à l'extinction un aigle de Bonelli, ça ne va pas revenir en 5 ans. Alors que des alouettes peuvent revenir si on préserve des habitats favorables. Et pourtant, c'est ici qu'est l'enjeu aujourd'hui, vu que c'est ça qu'on est en train de perdre. Et là, ça va plus être des manipulations ingénieriques de systèmes en faisant une protection ad hoc de telle ou telle espèce ou telle mise sous cloche.
c'est comment on gère notre espace agricole. François Turian, on n'a pas fait la liste complète de tout ce qui touche Oui. les oiseaux. Hein. Oui, je dirais plus largement, c'est la dégradation ou la destruction des milieux naturels. Il y a les milieux cultivés, mais il y a aussi tous les autres milieux. Évidemment, ça va dépendre des régions du globe. On a énormément d'espèces qui vivent en forêt, notamment dans les forêts tropicales, et la déforestation, le déboisement, la dégradation de ces écosystèmes forestiers est un facteur majeur du déclin global de la situation des oiseaux. Donc la dégradation des milieux, on a aussi, il ne faut pas l'oublier, dans la chasse qui est quand même encore dans certains pays un facteur complémentaire. Il y a l'urbanisation dans les pays industrialisés. Et puis je dirais aussi qu'on a toutes les espèces qui sont insulaires et qui sont très très impactées par l'introduction d'animaux, ça peut être des chats, ça peut être des chèvres, ça peut être des rats, tous ces animaux qui sont introduits volontairement ou accidentellement par l'homme causent des déclins majeurs de ces espèces qui ont des populations extrêmement localisées, qui sont présentes que sur un petit groupe d'îles au milieu du Pacifique. Et ça, chez mes collègues qui travaillent dans ces organisations-là, c'est la lutte contre ces espèces introduites est vraiment les plans d'action les plus importants pour essayer de préserver leur biodiversité à Vienne. Georges Albert. Peut-être, alors tout ce qui a été dit, et peut-être pour illustrer ce qui a été dit justement à la fois par Valérie Chancigo et puis par François Turian et Pierre Yvory, puisque je viens de Camargue, je ne peux pas résister à vous parler d'une espèce. Quand on parle Camargue, on parle forcément du flamant rose, et qui illustre assez bien ce qui a été dit à la fois en termes de menaces et de protection et d'histoire de la protection. Il y a peut-être une diapo qu'on peut envoyer en régie si on l'a. C'est une espèce qui, aussi loin qu'on s'en souvienne, en tout cas des écrits de l'époque romaine attestent que le flamand existait déjà en Camargue. Des écrits du XVIe siècle attestent qu'il se reproduisait en Camargue. Donc c'est un oiseau vraiment typique, emblématique de cette zone-là. Et puis au début du XXe siècle, c'est quelques photos que vous voyez ici. Une photo en 1930, celle du haut, c'est une photo de nid de flamand. Vous voyez ces espèces de petits monticules. C'est un oiseau qui vit en colonie, qui fait des petits cônes, des petits cratères en terre meuble, dans lesquels une femelle dépose un œuf, et ils vivent comme ça en congrégation. Et à l'époque, justement, à la fois de l'industrie plumassière, mais également des collectionneurs, puisque vous avez parlé des scientifiques et de l'ornithologie prédatrice, destructrice, c'était soit des oiseaux qu'on tuait pour empailler, et puis des œufs qu'on collectionnait. Et donc, vous avez ici, sur la photo du haut, une photo de 1913, sur laquelle ce qui est inscrit, c'est de la plume de Frédéric Mistral, donc prix Nobel de littérature, grand défenseur de la culture provençale, et qui disait cette phrase, donc au dos, donc là en haut il y a écrit les nids de flamands, donc en provençal, vers le Vacarès ou le Thé de Mornès, c'est donc une zone de Camargue que connaît bien Rému Liglia, qui est au sein de la réserve nationale de Camargue, gérée par la SNPN. Et au dos de cette photo, vous aviez ce texte. Hélas, depuis quelques années, d'infâmes pillards ont pris l'habitude, après avoir enlevé un certain nombre d'œufs, bien payés par les collectionneurs et les musées d'histoire naturelle, de saccager tous les nids pour le seul plaisir de détruire. Si aucun pouvoir n'intervient, le temps n'est pas loin où le dernier flamand aura disparu de Camargue et notre faune méridionale aurait perdu l'un de ses plus beaux, de ses plus rares spécimens. Voilà, 1913, Frédéric Mistral, tout était dit. Et en 1923, donc durant le congrès, le premier congrès international de protection de la nature, un vœu a été émis appelant les pouvoirs publics à protéger les flamands de Camargue en disant soit par l'interdiction de la chasse et des collections, soit par la création d'un espace protégé pour maintenir ces milieux et ces habitats. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, la première option a mis du temps à venir, puisque l'interdiction de la chasse était en 62, la protection de l'espèce était en 81, mais dès 1927, la réserve de Camargue a été créée. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien direct entre ce vœu au congrès de 1923 ciblé sur le flamand, mais en tout cas, ça a été une réponse qui a permis, entre autres, de sauvegarder cette espèce. Donc les colonies de reproduction ne sont pas fixées sur la réserve, mais juste en marge de la réserve, et ce grand espace de la réserve nationale de Camargue a permis à cette espèce d'accomplir son cycle de vie. Juste pour poursuivre un peu,
Donc la tour du Valas que je représente a été créée, je vous le disais, par un monsieur qui s'appelait Luc Hoffmann, un grand monsieur de la conservation de la nature qui est arrivé, un monsieur originaire de Suisse, arrivé en Camargue à l'immédiate après-guerre, attiré par les oiseaux, qui pour lui est une passion d'enfance et un fantasme absolu. La Camargue était le paradis des oiseaux. Et dès qu'il arrive en Camargue, dès 1947, il s'est vraiment consacré à l'étude des oiseaux en général et du flamand tout particulièrement, pour s'apercevoir que le flamand rose, à cette époque-là, était bien malmené. Même si les collections d'œufs, même si la chasse en elle-même était très limitée, c'était un oiseau qui était toujours persécuté et qui n'arrivait pas à se reproduire. Et pendant plus de 10 ans, dans les années 60, alors que c'était il y avait 2 colonies principales de flamants roses dans l'ouest de la Méditerranée, en Camargue et en Andalousie, eh bien, qui ne contenaient que quelques milliers d'oiseaux, et les 2 colonies étaient malmenées, et celle de Camargue, pendant 10 ans, ne s'est pas du tout reproduite. Et donc, pour revenir sur ce que disait Pierre-Yves Henry, l'hypothèse a été émise qu'en fait, il n'avait plus de site de reproduction qui était propice, qui était assez protégé, assez loin des activités humaines, pas menacé, pas dérangé, ni par les hommes, ni par la faune sauvage. Et donc, un domaine. Alors, il n'a pas acheté. En fait, il y avait déjà un domaine privé. Et en fait, c'est la Compagnie des Salins en fait, qui avait petit à petit grossi et préempté ces lagunes naturelles dans lesquelles les Flamands avaient leurs îlots. Et une fois que ces îlots étaient entourés par des digues pour produire le sel, en fait, il n'y avait plus de dynamique naturelle qui créait ou qui détruisait ces îlots. Et donc, ces îlots, petit à petit, les derniers qui restaient, ont été érodés souvent par les pattes des Flamands eux-mêmes ou par la force des vagues, et il n'y avait plus de dynamique naturelle qui recréait d'autres îlots. Donc c'est l'hypothèse qu'a émis Luc Hoffmann à l'époque, et avec la Compagnie des Salins du Midi, ils ont construit un îlot artificiel, on a fait des faunies avec des seaux à vendanges, etc., et ça a marché. Donc c'est typiquement cette manipulation, cette ingénierie écologique assez rustique, à vrai dire, mais qui a marché, hein, dès lors qu'on identifie l'élément critique dans le cycle de reproduction, c'est-à-dire que à la fois pour une protection à la fois légale et avec une surveillance, et puis un peu d'ingénierie pour recréer des milieux propices à leur nidification, et bien voilà, cette espèce a pu se reproduire de façon très régulière pendant 40 ans, et aujourd'hui, à l'échelle du bassin méditerranéen, puisque l'expérience en Camargue a été reproduite sur différents sites tout autour de la Méditerranée, aujourd'hui c'est une espèce qui n'est plus menacée, qui est en bon état de conservation. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on disait, des grandes, et donc le flamand en est une illustration, mais la plupart des grandes espèces d'oiseaux, hein, que ce soit la grue, que ce soit les spatules, les grands hérons, les grands aigrettes, etc., ont connu un même sort, c'est-à-dire d'un crash qui a souvent été vraiment proche de la correctionnelle, et qui, grâce à des mesures qui alliaient à la fois des mesures juridiques de protection et puis des mesures de protection sur site, de police et de gestion d'ingénierie écologique ciblée, eh bien, toutes ces espèces, effectivement, ont connu un sort, un rebond tout à fait spectaculaire. Quelles sont les espèces menacées aujourd'hui en France ? Si je peux juste me permettre de compléter, parce que je trouve que le flamand est vraiment intéressant. On voit donc on est passé près de l'extinction, après on a su faire, après vraiment on a sécurisé, puis c'est réétendu. Sauf que ça passe par une stratégie de pérennisation de l'espace de reproduction sur des espèces qui sont des espèces mobiles. Le flamand rose, il peut se reproduire en France une année, en Algérie l'année d'après. Ça fait partie intrinsèque de l'écologie de l'espèce. Et ça questionne, si on pense au conserver aujourd'hui et dans le futur, la question des frontières, ça questionne, alors il y a le côté migrateur et les frontières, mais ça questionne aussi la stratégie d'espaces protégés confinés. Alors vous avez peut-être entendu parler de l'influenza aviaire l'année dernière qui a débarqué en surprenant un petit peu tout le monde chez les fous de Bassan aux 7 îles, à Perros-Guirec, en Bretagne. Et c'est 80% d'échecs de reproduction. Donc quand on a tous ces œufs dans le même panier, ça peut être très compliqué derrière à récupérer. Et la stratégie de réserve avec un endroit, là les flamands se reproduisent, là les sternes de Dougal se reproduisent, c'est très risqué. Et c'est des espèces qui ont des fonctionnalités labiles dans l'espace. Elles se déplacent à large échelle. Et ça nous challenge dans notre manière de concevoir les espèces protégées et la protection des espèces, notamment des oiseaux qui sont particulièrement mobiles par rapport à des mammifères chez nous. Donc pour les monocultures ou les forêts avec une seule espèce et qui sont plus en danger. Et donc aujourd'hui, parce qu'on parlait des flamants roses, qui ont été maintenant sont plus sur la liste, j'imagine, des espèces menacées ou en danger. Aujourd'hui,
on se mobilise pour quelle espèce en particulier? Moi, je crois que c'est beaucoup tous ces petits oiseaux qu'on a un peu évoqués tout à l'heure. L'alouette, c'est un oiseau autrefois absolument omniprésent. Au-dessus de chaque champ, vous aviez souvent plusieurs territoires d'alouettes. On les entendait chanter avec leur magnifique chant aérien. Les hirondelles aussi, on avait des hirondelles absolument partout, dans chaque village, même dans chaque maison, il y avait des nids d'hirondelles. Et ça, c'est des exemples types des oiseaux qui ont beaucoup reculé. Donc, c'est ces oiseaux des milieux cultivés, ils nous questionnent sur l'usage des pesticides, qui sont des tueurs à grande échelle des organismes vivants, et donc aussi des oiseaux qui ne trouvent plus de nourriture. Il y a la question des milieux, on l'a dit. Donc, c'est notre modèle, et c'est quelque part beaucoup plus difficile d'arriver à sauvegarder tout ce cortège d'espèces insectivores qui sont, Pierre-Yves Henry l'a dit, un peu à la base de ces biomasses, de ces quantités d'oiseaux sur la planète, et qui jouent donc un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. C'est plus difficile parce qu'évidemment, c'est des politiques publiques qui doivent être complètement revues de fond en comble pour vraiment passer d'un paradigme finalement où on tue le vivant à un paradigme où on respecte le vivant et où on prend en compte aussi les autres espèces qui partagent les espaces avec nous. Donc c'est ça le grand défi de la préservation de la biodiversité aujourd'hui. Et ces oiseaux-là sont très emblématiques des efforts qui doivent être portés à grande échelle partout sur la planète pour arriver à éviter la 6e extinction de masse des espèces. Pour éventuellement le mettre en 3 grands silos, puis vous complétez si j'en oublie, mais on a encore des stratégies espèces ciblées et espèces rares, donc espèces menacées. Notamment, ça se décline au niveau du ministère de l'Environnement en plans nationaux d'action. Donc, on a comme ça des plans qui sont dédiés à une ou quelques espèces. Je mentionnais l'aigle de Bonelli tout à l'heure, le râle des genêts. On sait qu'on est en train de les perdre. Il faut des actions vraiment très spécifiques, ciblées. La stratégie sur les aigles de Bonelli, c'est de connaître chaque territoire, son périmètre exact, pour arriver à faire de la micro-conservation. Donc là, on est au summum du précis qu'on puisse faire en termes d'action, mais c'est pour ne pas les perdre. Et c'est plutôt positif, ça remonte mais doucement. Donc ça, il y a un silo qui est vraiment encore la conservation, un peu comme on l'a dit, ingénierie, espèce centrée. Et en précisant que depuis l'époque où les scientifiques n'étaient pas impliqués, les scientifiques sont ultra impliqués, plus que jamais aujourd'hui, dans ces questions-là, et pour essayer de protéger. Après, il y a le deuxième silo qui vient d'être évoqué, donc je ne vais pas le redire, mais qui est plus flou, c'est inventé. Ça rejoint les notions de transition écologique. On doit faire notre révolution dans notre manière d'exploiter l'espace, en particulier agricole, pour qu'il puisse y avoir une vie autre que juste les plantes qu'on y plante. Et là, c'est changement de perception du système. Faut-il faire des mosaïques, retourner avec du bocage? Enfin, on sait que ça, c'est des solutions. Certaines initiatives espèces orientées se disent on a des problèmes avec les tourterelles des bois, on n'a qu'à leur distribuer du maïs à l'automne. On va dans le mur si on part dans des options comme ça. On ne va pas sauver les espèces en les nourrissant quand ils... C'est le système, justement, agricole qui est à revoir. Et normalement, il y aura à nouveau suffisamment de grains à l'époque où il faut de l'année pour les tourterelles des bois, mais également les chardonnerets, les verdiers et les couleuvres qui nichent dans les haies, qui se reproduisent dans les haies, et le système. Donc. Et puis, il y a un troisième pilier d'enjeu, je dirais, de conservation, qui est les espèces chassables, donc à intérêt synégétique, qui ont toujours été, de longue date, prélevées, mais où les déclins font qu'il faut à un moment s'assurer d'avoir une taille de population tampon. Parce que si on descend en dessous, on va les perdre. Donc on ne les aura plus pour chasser après. Et on aura perdu les espèces. Et donc là, on retombe sur des plans plus espèces centrés qui rentrent dans le contexte qu'on appelle la gestion adaptative. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître le stock pour arriver à se dire maintenant, il faudra un moratoire sur telle ou telle espèce parce qu'on rentre dans la zone démographique où on risque de perdre l'espèce, au moins en France. Peut-être pas à l'échelle de son aire de répartition, mais... Et donc ça, c'est, je dirais, le troisième approche, gros silo de questionnement
de comment on peut continuer à prélever, jusqu'à quand on peut continuer à prélever certaines espèces. Et dans ce cas-là, est-ce que les données scientifiques, les paroles des scientifiques sont suffisamment entendues pour pouvoir protéger les espèces ? Oh non, alors ça, je peux vous dire que non, parce que si les scientifiques étaient écoutés, eh bien, c'est vrai que on aurait des politiques différentes aujourd'hui. Donc c'est triste, mais c'est vrai que les scientifiques ne sont pas écoutés. Donc moi-même, je suis un scientifique, ça m'a fait aussi évoluer dans ma manière de communiquer ces questions-là auprès du grand public et aussi auprès des autorités politiques. Donc je pense qu'il faut, enfin, les scientifiques ont évidemment leur rôle essentiel à jouer notamment pour nous permettre de pouvoir suivre l'état de ces populations, parce que si on ne sait pas comment elles évoluent, on pourra pas s'engager. Mais il faut arriver à d'autres leviers, et il faut aussi que d'autres acteurs de la société prennent le relais et puissent s'inspirer des oiseaux pour aussi porter la parole, quoi. Ça peut être des artistes, ça peut être... voilà, la Fondation François Sommer fait ce travail de, comment dire, un petit peu de relation entre les acteurs, et je pense qu'il faut ouvrir les champs des personnes qui se sentent concernées par la préservation de notre planète, finalement. Et pourquoi les paroles des scientifiques, les études ne sont pas écoutées ? Parce que la vérité dérange. Je pense que la vérité dérange, et je pense qu'évidemment, il y a des forces antagonistes extrêmement puissantes qui sont à l'œuvre et qui font que voilà, vos présidents successifs en France, mais aussi notre gouvernement en Suisse et partout dans beaucoup d'autres pays, c'est quand même toujours la vision à court terme du développement de l'économie qui prime, et qui fait qu'on reporte toujours à des temps ultérieurs les décisions qu'il faudrait prendre pour que ce système devienne beaucoup plus durable. Oui, alors venant des sciences humaines et sociales, je tique toujours sur l'emploi du mot scientifique dès lors qu'il s'agit quasiment uniquement de parler de la biologie et des sciences biologiques. Il faudrait effectivement avoir un regard scientifique, mais qui inclut d'autres disciplines, parce que l'idée de transformer je ne sais pas, le système productif agricole, etc., ça relève du champ du politique. Il ne s'agit pas d'attendre un peu comme une sorte de messie, la figure politique qui aurait des idées claires, des connaissances approfondies et qui aurait forcément les bonnes mesures. Ce n'est pas comme ça que les choses se posent et se passent. Il y a un constat qu'il faut faire, c'est qu'on n'a jamais autant protégé la nature, on n'a jamais eu autant de connaissances, on n'a jamais eu autant d'argent pour protéger la nature, et la nature n'a jamais été aussi mal. Sans doute parce qu'il y a des éléments dans cette équation qui n'ont pas été suffisamment exploités, étudiés, abordés. Je vais donner un exemple très rapide. En 1963 paraît Printemps silencieux de Rachel Carson. C'est une biologiste marin qui va faire un travail de synthèse des connaissances de son époque qui se sont accumulées depuis 1945 sur les pesticides. C'est un volume absolument considérable de connaissances scientifiques. Elle fait un travail de vulgarisation scientifique. Ce n'est pas une lanceuse d'alerte. Et ça va provoquer une onde de choc absolument considérable. Et on considère que le mouvement en faveur de l'environnement qui naît dans les pays occidentaux doit beaucoup à la réaction que va provoquer son livre. C'était une femme célèbre pour sa vulgarisation scientifique de biologie marine. Et elle va utiliser sa notoriété pour cette fin. Elle va s'appuyer sur des données scientifiques très importantes. Qui vont d'ailleurs disparaître dans l'édition française. C'est complètement amputé de la bibliographie. 63, c'est la sortie en France, et 62, c'est aux États-Unis. Oui, exactement. Et ce qui est curieux, c'est que quand on regarde depuis effectivement la parution de ce livre, il y a une accumulation gigantesque des lois, des règlements, des traités visant à réguler, contrôler l'usage des pesticides, et on n'a jamais utilisé autant de pesticides aujourd'hui. Parce que si on reprend un examen critique de ce livre,
ne le prenez pas mal, mais c'est un livre de biologiste. C'est-à-dire qu'elle voit les choses de façon très... voilà, il y a une molécule qui rentre dans l'écosystème, Le DDT, à l'époque. qui tue de façon aveugle toutes les espèces, notamment tous les invertébrés, de façon absolument hallucinante, et puis ça s'accumule. Enfin bref, il y a toute une série de problématiques. Et en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est la molécule. C'est le DDT et ses amis. En fait, le problème de la molécule, c'est pas la molécule. C'est l'usage de la molécule qui est fait. Et ça, c'est un problème social. C'est comment la société s'organise pour produire l'agriculture que l'on produit. C'est pas simplement que nourrir la population. Il y a d'autres choses. Il y a des éléments de... Il y a des valeurs, des représentations, des convictions. Par exemple, les agriculteurs français qui ont été au service, au travail obligatoire en Allemagne durant la guerre, reviennent de la guerre, ils veulent faire de l'agriculture moderne parce qu'ils l'ont vu en Allemagne. Et ils vont être les premiers artisans, entre autres, de l'instauration de l'usage des pesticides. Aussi favorise grandement et le Et recyclage c'est- des miettes des chars aussi pour tout ce qui est tracteur, etc. Et beaucoup cette réalité sociale, politique, économique, culturelle, éthique, philosophique, psychologique, en fait, on a besoin de comprendre comment ça marche pour avoir l'espoir de changer les choses. Sinon, on n'arrêtera pas de faire ce que l'on fait avec les pesticides depuis maintenant quasiment plus de 60 ans, c'est-à-dire pister la molécule. On va finir par interdire la dernière molécule qui est vraiment destructrice, et puis elle sera remplacée par d'autres, ou des pratiques, de toute façon agricoles, peut-être même sans usage chimique, qui ne seront pas plus respectueuses de l'environnement. Et souvent plus nocive. le Parce problème... que le DDT, aujourd'hui, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui est utilisé quand même. Oui, enfin, Mais- les néonicotinoïdes, par exemple. Ce qui est fascinant, c'est que les insectes qui ont développé une résistance au DDT, c'est les mêmes séquences de gènes qui leur servent à être résistants aux néonicotinoïdes. Donc, en fait, leurs ancêtres qui ont survécu sont encore plus à même à survivre. Et le temps, dans une population d'insectes, à un développement d'une résistance aux insectes, c'est quelques semaines aujourd'hui. Non, mais ce qui est fascinant, c'est que si on n'aborde pas ça, si on quitte pas le champ assez sécurisant des connaissances biologiques, Si on ne part pas sur la pluridisciplinarité, on s'en sortira pas. et si on n'aborde pas les questions qui fâchent en général, je dis toujours, c'est les questions qu'on évite d'aborder le dimanche pour éviter de s'entretuer, c'est les questions politiques. C'est la transition écologique, oui, mais pourquoi? Pour quel type de société? C'est ça la question. On va être pluridisciplinaire, on pourrait aborder encore plein de sujets, mais je vous ai promis quand même le temps de questions dans la salle. Donc soyons pluridisciplinaires et tournons-nous vers vous.